C'est pour nous, spécialistes de la matière, une très belle réalisation. J'espère qu'à la fin de la journée, vous arriverez à la même conclusion que moi, que c'est une très belle réalisation. Et pour lancer les festivités, qui de mieux que le professeur Verquin, à qui nous avons laissé les mains libres pour ce propos introductif. Merci de votre confiance. Merci à vous de m'accueillir parmi vous pour ces propos introductifs de quelques minutes, une demi-heure, comme vous pouvez le voir sur le programme. Alors, automaticité de la réparation contre forfaitisation de l'indemnisation de la victime, le tout sur fond d'immunité de l'employeur, pour évoquer le vocabulaire convenu. Vous aurez tous reconnu là le deal de la loi du 9 avril 1898. Pourtant, ce deal a pris quelques rides sous l'impact combiné, d'une part, des évolutions législatives qui affectent à la fois le droit du travail, le droit de la protection sociale et le droit des responsabilités civiles, dira-t-on. D'autre part, d'une jurisprudence qui est parfois inventive lorsqu'elle redécouvre dans le contrat de travail une obligation de sécurité de résultat qu'elle lie à la faute inexcusable. Inventive aussi lorsqu'elle considère que la rente attribuée en cas d'incapacité permanente ne vise qu'à réparer le préjudice subi par le salarié dans sa vie professionnelle, donc parfois créative, parfois plus frileuse, lorsqu'elle vient dans un premier temps cantonner les effets du préjudice d'anxiété par exemple. Enfin, ces quelques rides viennent aussi peut-être plus fondamentalement, de l'évolution de notre rapport au risque et à la responsabilité. Et là, les mécanismes sont sociaux ou sociétaux. Notre regard sur ce qu'est un risque, notre regard sur ce qu'est la responsabilité, c'est un regard qui évolue en permanence au gré des transformations économiques et sociales. Malgré ce petit coup de vieux, ce deal n'en reste pas moins l'horizon de toute réflexion sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ses rapports avec le droit commun de la responsabilité. Par sa seule existence, et c'est la première chose que je voudrais mettre en évidence, par sa seule existence, ce régime spécial de réparation qu'on trouve pour l'essentiel au sein du livre 4 du Code de la sécurité sociale projette une lumière un peu crue sur le principe de réparation intégrale qu'on se plaît à nous présenter comme étant l'expression d'un principe de justice. Au moment d'aborder les dimensions proprement techniques de cette journée, et vous verrez qu'elle sera très technique, je voudrais vous proposer de mettre très modestement nos pas dans celui du philosophe contemporain Johann Michel. Dans son dernier ouvrage, qui s'appelle « Le réparable et l'irréparable », dont l'objet déborde de beaucoup ce qui nous occupe aujourd'hui, il invite à prendre la mesure de l'historicité de la réparation, c'est-à-dire de son poids historique, et de saisir dans le même temps ce qu'il appelle la profondeur anthropologique de la réparation. C'est que, selon lui, et pour nous aujourd'hui dans une approche juridique, la réparation, dans la multiplicité de ses usages, nous dit quelque chose de l'humain. C'est bien une certaine idée de l'être humain qui se dessine derrière la réparation du préjudice d'agrément et qui se dessine derrière les débats auxquels il a pu donner lieu. C'est bien aussi l'humain et le dualisme du corps et de l'esprit qui est à l'œuvre derrière la notion de préjudice d'anxiété ou de préjudice d'angoisse. C'est ce même dualisme, question ancestrale de la philosophie du corps, qui est travaillé de l'intérieur par la prise en considération, la prise de conscience d'abord, la prise en considération ensuite de ce qu'on appelle communément les risques psychosociaux. Derrière la haute technicité des thèmes qui vont nous occuper aujourd'hui se profilent, comme toujours, quand on parle du droit, des interrogations philosophiques et des options idéologiques. C'est vrai du droit de la responsabilité, ça l'est tout autant du droit de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les catégories que nous utilisons pour travailler ces questions sont des héritières de l'histoire et de l'idée que nous nous faisons de l'être humain et de l'être humain au travail. Elles irriguent notre pensée et elles nous permettent tout simplement parfois de penser et d'agir. Elles irriguent en permanence la façon dont nous regardons, la façon dont s'établissent les relations de travail et les risques qui émergent
de ces différentes relations de travail. Et je pense que quand je dis que ces catégories irriguent notre façon de penser et d'agir, les praticiens du droit qui sont ici, magistrats ou avocats, l'expérimentent tous les jours. C'est bien à partir des normes et de la lecture qu'ils vont faire et promouvoir des normes, à partir de catégories que nous avons dans la tête, les uns et les autres, qu'ils vont pouvoir inventer, proposer de nouvelles solutions. De même, lorsque l'accord national interprofessionnel de mai 2023 se réfère, comme il le fait, au compromis qui a donné naissance au système français de réparation du risque professionnel, c'est bien cette histoire qu'il mobilise. Il la mobilise plusieurs dizaines d'années plus tard, il le relie, au sens de relire, à la lumière de ce qui s'est passé depuis 1898. Et au fond, quand nous travaillons les questions juridiques, nous sommes en permanence dans ce mouvement-là. Et c'est bien la raison pour laquelle le droit se transforme, évolue, bascule à certains moments. Le basculement en droit, l'exemple le plus typique, c'est certainement la redécouverte de l'obligation de sécurité en 2002. Eh bien, ces basculements apparents en droit vont parfois chercher leurs sources très 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 loin dans l'histoire du droit, tout simplement parce qu'à une occasion donnée, on a réactivé des normes qu'on croyait oubliées ou qui avaient disparu en quelque sorte des radars. Il serait totalement illusoire de chercher à retracer ici, évidemment en quelques minutes, l'histoire de la réparation du dommage corporel, même limitée à celle des effets de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Au moins pourra-t-on, puisque la question posée est celle de la réparation du dommage corporel dans ses rapports avec la logique de réparation des accidents du travail, se placer au moment où la loi du 9 avril 1898 prend place dans le système de responsabilité de son époque. Et on commencera ainsi à répondre à l'invitation du philosophe que j'évoquais en début de propos, c'est-à-dire de mesurer l'historicité des catégories que nous utilisons. Et c'est par une pente naturelle que nous pourrons ensuite, à partir de cette brève immersion dans l'histoire, on devrait pouvoir arriver à sonder la profondeur anthropologique de la réparation du dommage corporel dans ses rapports avec l'activité de travail. Alors tout d'abord, si vous voulez bien, la réception de la loi du 9 avril 1898 dans le système français des responsabilités civiles. Comme toujours, il est impossible de faire l'impasse sur les circonstances et le contexte d'émergence d'une notion ou d'un régime juridique. Et il est surtout particulièrement difficile de ne pas chausser les lunettes d'aujourd'hui pour regarder la naissance d'un concept, surtout lorsque ce concept s'appuie et est véhiculé par des mots du langage commun. Parce que les mots du langage commun ouvrent systématiquement des boulevards d'interprétation. Et plus le langage commun est mobilisé, plus l'interprétation est large. Donc c'est une précaution que nous devons avoir lorsque nous allons chercher dans le passé des éléments d'instruction pour prendre des décisions, pour conduire des actions aujourd'hui. Tout à l'heure, dans un instant, en fait, Morad va s'intéresser à la fabrique de cette norme qui fonde la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles et qui reste, je le disais tout à l'heure, l'horizon de notre pensée. Il n'est pas certain, elle nous le dira dans un instant, il n'est pas certain que le fameux compromis de 1898 en sorte totalement indemne. Et c'est tout l'intérêt, précisément, de journées comme aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt, au-delà de ça, d'apprendre à regarder avec lucidité les concepts qu'on va chercher dans l'histoire et qu'on rapatrie aujourd'hui quand on les lit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, ça ne veut pas dire qu'on efface tout d'un trait de plume, ça veut juste dire qu'on a besoin d'être lucide sur la façon dont on va chercher des concepts pour les instrumentaliser aujourd'hui. Et c'est moins cette question-là qui va m'intéresser dans ce premier temps de ma réflexion que, tout bêtement, la longue mise en place de la loi 1898 dans le droit de la responsabilité qui suit
son adoption. C'est une question que j'ai eu la chance de travailler il y a maintenant quelques années avec des collègues belges et français, des historiens, sur la réception de la loi de 1898 en France et son équivalent belge dans le droit commun de la responsabilité civile. Et j'avais à l'époque, vous me permettez de le dire comme ça, cette idée que, avec mon regard d'aujourd'hui, il est évident que la dogmatique juridique de l'époque allait commenter cette loi, en parler à longueur de colonne, à longueur de prise de position dans des articles, même s'il n'y avait pas autant d'articles qu'aujourd'hui, dans les manuels, les traités, etc. Et là, déception, vraiment déception. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, je dis que lorsque l'on fait le tour des manuels, des traités, etc., immédiatement postérieur à la loi de 1898, dans la meilleure des hypothèses, on trouve un descriptif de la loi, point. Dans certains cas, je vous cite pas tous les auteurs, les Baudry, la Cantinerie, etc., dans certains cas, il y a une critique non pas de la loi, mais des auteurs qui ont tenté de promouvoir sous différents angles une théorie du risque qu'ils associent, que les auteurs associent à la loi. Mais en réalité, le bilan de cette époque est parfaitement décevant. C'est d'autant plus surprenant que nous sommes dans un contexte, nous sommes à la fin du XIXe siècle, et nous sommes dans un contexte très particulier en définitive. En premier lieu, il y a dans ce contexte une dimension économico-technique, en ce que les découvertes scientifiques et techniques débouchent sur la transformation profonde de l'outil de travail, débouchent aussi sur la transformation économique de l'industrie. Et donc, quand la loi 1898 est adoptée, on est dans ce contexte-là. Autre contexte, la dimension sociale. Nous sommes à une époque où les syndicats commencent à s'organiser. 1898, c'est 3 ans après la création de la CGT, en tant que confédération. C'est, on va dire, une bonne dizaine d'années après la loi syndicale de 1884. C'est le moment où les organisations syndicales s'implantent véritablement, principalement la CGT à l'époque, à travers les activités des bourses de travail, à travers les activités revendicatives. De tout cela, de ce contexte-là, nulle mention. Troisième élément du contexte, un contexte politique et philosophique. 1898, c'est le grand moment du solidarisme. D'ailleurs, l'ouvrage de Léon Bourgeois, Solidarité, qui est l'acte fondateur de la doctrine solidariste qui va irriguer le radical socialisme de la fin de siècle, début de siècle suivant, c'est 1898. Nous sommes dans la même période. Et dans la doctrine juridique, et c'est le 4e élément du contexte de la réception, dans la doctrine juridique, eh bien, c'est ce moment très particulier où, en s'appuyant sur des arrêts innovateurs de la Cour de cassation et du Conseil d'État, un certain nombre de juristes perçoivent avec acuité l'aporie du Code civil en matière de risque professionnel, en matière de risque industriel, disait-on à l'époque. Et donc, ils s'aperçoivent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, mais comme ils ne sont pas des révolutionnaires, ils vont essayer, à partir du Code civil, et pour paraphraser l'un d'entre eux, au-delà du Code civil, ils vont essayer de travailler les textes de l'intérieur, chacun à leur manière, Saleil en promouvant la faute objective, Josserand en isolant la responsabilité du fait des choses, du principe général de responsabilité pour faute, je vous la fais courte, eh bien chacun à leur manière, d'autres aussi, Sainte-Clète, etc., vont essayer de penser autrement la règle de droit, confrontée à ce fait social massif qu'est le développement de la grande industrie et des effets de la grande industrie. Évidemment, dans ce contexte-là, et compte tenu de la réception que j'évoquais à l'instant, la relative, le silence, qui n'est pas tout à fait un silence, mais bon, qui n'a pas l'ampleur qu'on lui prête rétrospectivement d'ailleurs, eh bien, on se dit, mais au fond, c'était quoi le compromis de 1898 ?
Donc je ne vais pas anticiper sur ce que Morane va évoquer pour vous tout à l'heure, mais c'était quoi le compromis? Est-ce que c'était bien un compromis social? Est-ce que ce n'était pas plutôt un compromis juridique entre une faute omniprésente au cours du XIXe siècle, dans les analyses, et quelque chose de nouveau qui commence à sortir de la boîte, qui est le risque? Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de compromis social, il faut le regarder de ce point de vue-là, c'est-à-dire du moment particulier où la loi de 1898 tombe, en quelque sorte, dans un système de responsabilité. Et je pense que ce travail des historiens dans 100 ans le feront peut-être à propos de l'une ou l'autre de nos lois que nous considérons aujourd'hui comme étant l'acmé de la pensée juridique. Eh bien, peut-être pas, d'ailleurs, en définitive. Les historiens nous diront peut-être, ou diront à nos descendants, tout autre chose. Alors, tout cela nous amène quand même au deuxième temps que je voudrais évoquer avec vous, qui est, toujours en suivant notre philosophe, la profondeur anthropologique de l'idée de réparation du dommage corporel. Alors, ça fait un peu ronflant, je vous le concède, profondeur anthropologique. On se dit, oh là, sur une journée sur les techniques de sécurité sociale, pas sûr qu'il soit vraiment dans le ton. Eh bien si, en tout cas je le crois, je ne sais pas si vous le croirez à l'issue de mon propos, mais en tout cas je le crois. Alors que voulons-nous nous dire, que veut nous dire le philosophe lorsqu'il évoque cette profondeur anthropologique? À vrai dire, on ne va pas pousser ici la notion dans ses retranchements comme il le fait, ça nous renverrait à autre chose, mais pour nous, parler de profondeur anthropologique, c'est considérer que la réparation du dommage corporel renvoie à une conception de l'homme dans son environnement. De l'homme tout d'abord, comme fait de corps et d'esprit indissolublement. Pas seulement un corps et un esprit qui sont en relation, version Descartes, mais un corps et un esprit qui sont une seule et même chose, une seule même entité, à la façon, pour faire un peu ronflant, de Spinoza. Et donc c'est ça. Mais cet être, corps et esprit, il n'est pas que corps et esprit. Il est aussi dans un environnement, il est aussi situé, pour prendre une expression de Burdeau, lorsqu'il évoque l'homme situé, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans son espace relationnel avec des relations de travail, des relations familiales, des relations amicales, des relations de loisirs, des relations d'engagement, des relations de bénévolat, etc., etc. Et vous voyez bien que je n'ai pas prononcé le mot ici. Mais derrière tout ce que je viens de dire, les spécialistes que vous êtes de la réparation du dommage corporel doivent voir s'allumer un certain nombre de clignotants, un certain nombre de petites lumières. C'est-à-dire qu'en réalité, la réparation du dommage corporel, c'est bien tout autre chose que la seule réparation du corps. Tout simplement parce que l'image du corps qui est dans le droit n'est pas l'image d'un corps, simplement agrégat de cellules dans un contexte donné. Et donc, il faut revenir à ce que signifie réparer sur le terrain philosophique. Et alors là, c'est assez incroyable. Remettre en état, en bon état, restaurer, rétablir, régénérer, autant de mots qui ont le préfixe « re », c'est-à-dire autant de mots qui sont tournés vers le passé. Et on en viendrait presque à oublier que l'étymologie latine de réparer, c'est reparare, c'est-à-dire préparer de nouveau. En d'autres termes, réparer, ce n'est pas seulement solder le passé, c'est se projeter dans l'avenir. Et là encore, je n'ai pas prononcé un seul mot du droit de la réparation du dommage corporel, et pourtant, derrière ce que la philosophie vient de nous dire, eh bien, les mots du dommage corporel, ils y sont. Les petites lumières que j'évoquais tout à l'heure, elles y sont bien.
Cette approche anthropologique permet de regarder ensemble et dans un même mouvement les normes et les dispositifs qui se situent dans l'orbite de la réparation du risque professionnel et qui sont, pour certains, extérieurs au livre 4 du Code de la sécurité sociale ou de régime de réparation spécifique, pour d'autres, à la frontière de la législation du risque professionnel et d'autres choses. Et enfin, il est des normes et des dispositifs qui travaillent l'intérieur du livre 4, et nous allons retrouver là ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'interprétation par les juristes et ceux qui ont vocation de le faire appliquer et ceux qui ont la vocation de le défendre devant les juridictions, c'est-à-dire où on va travailler l'intérieur du livre 4 par un travail, par une activité, on va dire, d'interprétation au service d'une catégorie que l'on veut promouvoir ou au service d'une thèse que l'on veut défendre. Et je voudrais vous en donner, pour conclure, 3 exemples que je vais chercher dans mes 3 orbites que je viens de situer. On peut raisonner visuellement sous forme de cercle concentrique. Au titre des premières que j'évoquais, c'est-à-dire des dispositifs et des normes qui sont extérieurs au livre 4, mais qui, à un moment donné, vont venir croiser la question de la réparation du risque professionnel. Eh bien, je vais trouver toutes les dispositions réactivées par la loi du 2 août 2021, toutes les dispositions relatives à la lutte contre la désinsertion professionnelle. Et pas seulement, d'ailleurs, la lutte contre la désinsertion professionnelle, toutes les normes qui vont permettre le retour, les techniques juridiques qui vont permettre d'appuyer le retour en emploi d'une personne affectée par une pathologie, alors qui peut être professionnelle, qui peut être aussi tout autre, pas spécialement invalidante, en tout cas en termes de cessation du travail, mais suffisamment invalidante pour obliger à la transformation du travail. C'est toute la problématique très contemporaine des pathologies chroniques ou des rémissions de cancer, par exemple. Bien. Donc, nous avons là des dispositions qui sont extérieures au livre 4, qui pour certaines sont dans le Code du travail, pour d'autres sont dans le Code de la sécurité sociale, je pense à la Convention de rééducation professionnelle, par exemple, et qui sont mobilisables au service de la réparation du préjudice, au sens où je l'entendais tout à l'heure. Parce que si réparer, c'est regarder devant soi, c'est regarder ce que sera le travail demain, ce que sera mon travail demain, compte tenu de la pathologie que je subis. Si, je peux même tirer le fil encore. Par exemple, dans le Code du travail, et depuis 1981, la sanctuarisation de la période de suspension du contrat postérieurement à un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, indépendamment des données techniques qu'elle suppose. Eh bien, cette sanctuarisation participe de ce mouvement de maintien dans l'emploi. De même, même si on peut s'attrister du peu d'effet du reclassement, de même que les règles relatives au reclassement. J'associerais personnellement, je ne suis pas loin d'être un spécialiste du dommage corporel, mais j'associerais d'emblée ces questions de réparation que je pourrais presque dire, si je n'avais pas devant moi des spécialistes de réparation de la responsabilité civile en nature, mais j'ose pas le dire, c'est-à-dire qui vont permettre de rester dans l'emploi. Et ce n'est pas aux médecins ici présents que je dirais ou que j'apprendrai que le travail, c'est aussi, dans certains cas, un élément du soin. Aussi. Ce n'est pas que la cause de pathologie, c'est aussi un élément du soin, y compris sur des pathologies qui peuvent être gravissimes, en tout cas impliquant fortement la santé de la personne. Au titre, à la frontière de l'AT-MP et du droit commun, regardez le préjudice d'anxiété. Le préjudice d'anxiété, il est né, l'accouchement a été difficile, mais il est quand même né à la frontière du livre 4 et du droit de la responsabilité civile classique. C'est-à-dire que
C'est tellement vrai qu'au départ, la possibilité de réparer le préjudice d'anxiété était conditionnée par le fait de ne pas tomber dans le livre 4. Mais on le sent bien, on est là juste sur la frontière. Je pense qu'on pourrait, Patrice connaît ça mieux que moi, mais on pourrait en dire la même chose du préjudice d'angoisse. On est sur cette zone-là qui participe, à mon avis, de cette vision, on va dire anthropologique, pour employer des grands mots, de la réparation. Et enfin, mais on vient à notre journée, c'est pour ça que je termine par là, au sein du système de réparation, les arrêts de janvier 2023 et la saga qu'ils ont provoquée. Les étapes étant, alors les réactions doctrinales, l'accord national interprofessionnel du 15 mai dernier, 15 mai 2023, le défunt article 39 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024, eh bien, au fond, qu'est-ce qu'ils traduisent? Sans entrer dans les considérations techniques, on aura largement l'occasion de les évoquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils traduisent qu'à l'intérieur du livre 4, il y a, du livre 4 du Code de la Sécurité sociale, hein, j'entends bien, il y a des espaces qui restent ouverts à la discussion, à la contradiction, à l'interprétation. Et effectivement, quand on fera dans un siècle, peut-être, l'histoire des arrêts de 2023, de janvier 2023, de la Cour de cassation, il y aura peut-être quelqu'un ici qui dira ce que je suis en train de dire, mais à propos des arrêts de 2023. À vrai dire, on n'en sait rien pour l'instant. La seule chose, c'est le seul défi, j'ai presque envie de dire, qui nous est lancé maintenant, et qui, au fond, est lancé dans cette journée, le seul défi, c'est de se dire, est-ce qu'on est suffisamment lucide pour les regarder tels qu'ils sont dans leur contexte? 2, qu'est-ce qu'on en fait en termes de construction, d'argumentation en faveur d'une réparation plus juste, plus équitable des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Mais je pense que c'est à ça que nous appelle la journée. Mon propos est terminé. Et je vais donc immédiatement passer la parole à Morane, que j'ai annoncé tout à l'heure, qui sera suivie, alors pour la fabrique des normes, donc elle va vous, je pense, si j'ai compris et si j'ai bien flairé, ce qu'elle va évoquer avec vous, c'est la façon dont on est arrivé à ce fameux compromis. C'est bien ça, Morane? Pas tout à fait, ouais, tu vois. Oui, mais ça, c'est Morane, je sais. Elle est toujours là où on ne l'attend pas. Est-ce que vous voulez, il faut se faire une raison. Donc, on va regarder un peu cette question-là de la fabrication de la norme, hier et aujourd'hui. Et puis, on évoquera dans la foulée la fameuse relation triangulaire et l'indépendance des rapports avec la façon dont ils impactent, c'est ça, l'imputation des coûts et la tarification. Et c'est Julien Vaudoiseau qui nous présentera cela. Et ensuite, nous aurons 2 réactions. Je vous laisserai opérer comme vous l'entendez pour finir cette première séquence de la matinée. Morane, tu as la parole. Merci. Bien, donc dans ce premier temps qui est consacré au particularisme du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles, il m'appartient de vous présenter la fabrique des règles. Et pourquoi cette fabrique des règles, finalement, dans notre matière, elle est somme toute très différente de celle qui va être mise en œuvre dans les autres pans du droit du dommage corporel. Alors, une toute petite parenthèse, j'avais été frappée lors du colloque de l'an dernier
par le foisonnement des acronymes dont sont familiers les spécialistes du dommage corporel et qui m'avaient parfois laissé un peu interdite. Notre droit des risques professionnels n'est pas du tout en reste. Je vais m'efforcer de résister à la tentation du jargonnage et des abréviations à tout va, en espérant réussir à tenir cet engagement. Alors pourquoi j'ai voulu évoquer la fabrique? Parce que c'est plongé quelque peu dans la cuisine interne de l'élaboration des règles, adopter peut-être un autre angle de vue, quelque peu différent, pour comprendre comment se crée la législation, comment elle s'élabore, quels sont ses secrets de fabrication. Et c'est peut-être aussi lever certains mystères qui nimbent une matière encore trop méconnue, on l'a entendu, technique, peut-être trop technique. Et je vais m'y atteler, mais alors très superficiellement, dans le temps qui m'est imparti. Ça relève du pléonasme, mais évidemment, la législation des risques professionnels, comme son nom l'indique, relève avant tout de la loi. Elle naît, on l'a entendu, on l'a bien entendu, de la loi du 9 avril 1898. Intégrée au droit de la sécurité sociale, elle est donc soumise au principe énoncé à l'article 34 de notre Constitution, selon lequel, en matière de sécurité sociale, c'est la loi qui détermine les principes fondamentaux. Pourtant, ce droit va présenter bien des spécificités et nous le verrons toute la journée. Mais quant à sa fabrication, malgré ce que je viens de vous dire, malgré l'intégration du risque professionnel dans la sécurité sociale en 1946, malgré le fait que cette intégration a nécessité l'abrogation de la loi dont on va entendre parler toute la journée, celle du 9 avril 1898, cette loi, ou plutôt ses marqueurs, demeurent très fortement dans la fabrique. On peut les présenter caricaturalement de la manière suivante. En la matière, le législateur répugne à intervenir. Et ce, malgré les exhortations qui lui viennent de toutes parts, le législateur répugne à intervenir. Et il prend prétexte de ce que la loi de 1898 reposerait sur un compromis social dont on a entendu parler, sur ces fameuses concessions réciproques entre patronat et syndicats. Et le législateur préfère d'apparence renvoyer la question à la sphère de la négociation paritaire. Cela a pour effet mécanique de laisser en réalité une très large place à la jurisprudence. Et Pierre-Yves, quand je t'écoutais, je me rendais compte à quel point on avait le même champ lexical pour parler de ces questions, parce que tu as parlé de l'inventivité des juges. Et moi, je m'étais noté, ce sont déjà les juges dont les décisions inventives avaient contourné, tordu, contorsionné les règles de la responsabilité civile au cours du XIXe siècle et qui avaient été si décisifs dans l'adoption de la loi sur le risque professionnel. Aujourd'hui, ces mêmes juges, et on en entendra un tout à l'heure, continuent patiemment, difficilement à combler les lacunes d'une législation complexe, qualifiée d'archaïque, d'anachronique, et particulièrement critiquée depuis une trentaine d'années. Alors, Pierre-Yves a évoqué les sources externes au livre 4 au titre de la fabrique des règles du risque professionnel. Parmi elles, donc, cette jurisprudence foisonnante, prolixe, sur laquelle je ne reviendrai pas parce qu'on va en entendre parler toute la journée. Pour ma part, je vais concentrer mon propos sur la fabrique interne des règles et sur ses singularités, héritage de ce que je vais qualifier aujourd'hui de mythe rétrospectif, qui est le compromis social de 1898. Le discours, je le répète, est bien connu des spécialistes de la matière. Si le législateur n'intervient pas en matière d'AT-MP, c'est parce qu'il entend laisser les partenaires sociaux aux commandes des orientations du droit des risques professionnels. Les mauvaises langues seraient tentées de dire qu'il s'agit là d'une justification bien commode à une inertie en réalité mue par son indifférence au sort de ses victimes. Pour autant, c'est un fait,
Le compromis social, le deal en béton, selon les propos de Jean-Jacques Dupeyroux, est sans cesse brandi en étendard pour justifier la place de ses partenaires sociaux dans l'élaboration des règles gouvernant la matière. Je le redis, la loi de 1898 serait le fruit de concessions réciproques entre le patronat et la classe ouvrière. Au terme de ce compromis bien connu, l'ouvrier voit son accident du travail reconnu. L'accident vaut titre, disait l'avocat général Sarru. En échange, il ne bénéficie que d'une réparation forfaitaire, l'employeur est immunisé civilement et les assurances présentent leurs garanties. Cette histoire, on nous l'a enseignée, nous l'avons enseignée, nous continuons à l'enseigner encore et encore, mais est-ce la véritable histoire ou ne relève-t-elle que de la fiction ? Et à contre-courant de ce que nous avons l'habitude de schématiser, je voudrais vous dire aujourd'hui pourquoi évoquer le compromis de 1898 relève du mythe rétrospectif et parfois de l'illusion. C'est un mythe rétrospectif d'une part parce qu'il ne pouvait pas y avoir en 1898 de compromis social entre le patronat et la classe ouvrière. Pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer qu'en 1898, il n'y a pas de patronat organisé, il n'y a pas de classe ouvrière organisée. Pierre-Yves l'a rappelé, en 1898, la CGT a à peine 3 ans, et si des mouvements sociaux existent, et ils existent bel et bien, ils sont sectoriels ou ils peuvent être également locaux, mais sans organisation capable de négocier un tel compromis. La négociation collective elle-même, si l'on accepte la question du tarif dans les fabriques, n'existe ni dans la culture française, ni dans notre droit. Avec notre regard du XXIe siècle, rompu au dialogue social et à la négociation décentralisée, nous avons tendance à regarder la loi de 1898 au prisme d'un miroir déformant et à oublier que la consécration législative des conventions collectives n'existe en réalité en France qu'à partir de 1919. Si l'on se penche sur les débats parlementaires, les commentaires de la loi de 1898, si l'on se penche sur les textes, l'on ne trouve d'ailleurs nulle part trace de la notion ou du terme de compromis. Ce qui apparaît en revanche très clair aux contemporains de la loi et à ses commentateurs pendant près d'un demi-siècle, c'est que cette loi constitue une loi de transaction. Transaction, c'est le terme que l'on retrouve dans les discours des parlementaires, dans la doctrine, dans les quelques ouvrages consacrés à la législation industrielle. Selon le sénateur Tholin en 1891, il s'agit de faire une loi de transaction et non pas une loi juridique au sens où l'on entend habituellement cette expression. Le législateur, écrivait François Evald en 1986 dans l'État-providence, s'est institué en opérateur de transaction pour éviter la discorde entre patrons et ouvriers, pour faire œuvre de pacification sociale. Et pour reprendre Sachet, qui est l'auteur de l'incontournable traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail qui va paraître dès 1899, le législateur de 1898 s'est efforcé de donner satisfaction à l'une et à l'autre des parties. Il a décidé en substance que l'ouvrier tué ou blessé par le fait ou à l'occasion de son travail aurait toujours droit à une réparation, mais que cette réparation, au lieu d'être intégrale, consisterait dans une fraction déterminée du salaire. Point de négociation, point de concession réciproque, point de compromis social. Cette notion de compromis social qui aurait mis autour de la table patronat et ouvriers est ainsi une reconstruction historique qui semble dater de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est là qu'on va commencer à voir ce terme apparaître. Lorsque les partenaires sociaux vont se retrouver pour élaborer non pas le droit des risques professionnels, mais pour construire la sécurité sociale. Lorsque ce n'est pas le droit substantiel, mais bien l'organisation de l'institution et sa gouvernance qui vont être déterminées. Le compromis n'est alors pas social, il n'est pas plus
juridique, il est bien politique. Que la loi de 1898 ne soit pas le fruit d'un compromis social me semble être un acquis. Que le compromis soit en réalité né avec la sécurité sociale près de 50 ans plus tard semble l'être également. Pourtant, il ne fait nul doute que les partenaires sociaux jouent un rôle bien particulier dans la fabrique des règles du risque professionnel aujourd'hui, à raison de ce mythe. Alors, sans vouloir être exhaustive, voilà, je vais simplement vous présenter 3 illustrations de leur rôle majeur apparent dans la fabrique pour illustrer mon propos. La branche AT-MP de la sécurité sociale obéit à des règles de gouvernance spécifiques. Les compétences du Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en matière d'AT-MP sont dévolues à la Commission des AT-MP, la KTMP, composée de 5 représentants des organisations syndicales et de 5 représentants des organisations patronales représentatives. Elle vote le budget de la branche, la convention d'objectifs et de gestion, l'ensemble des transferts et des contributions de la branche et va rendre un avis sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux AT-MP. Hors de la sécurité sociale stricto sensu, on peut également jeter un œil du côté du Conseil d'orientation des conditions de travail, au sein duquel l'on retrouve 2 commissions spécialisées. Alors j'avais dit que je résisterais au jargonnage, mais je ne peux pas résister plus longtemps. Ces 2 commissions, c'est la CS4 et la COSMAP. La première dédiée au régime général, la seconde dédiée au régime agricole, dans lesquels sont négociés les tableaux de maladies professionnelles. Alors si on s'amusait à organiser un micro-trottoir tout de suite dans la rue Soufflot pour demander aux passants qui établit les tableaux de maladies professionnelles, une fois passées les premières secondes de stupéfaction face à la question, et si tant est qu'ils sachent qu'il existe des tableaux de maladies professionnelles, je suis prête à prendre le pari qu'ils nous répondraient tous que ceux qui établissent les tableaux, ce sont des colloques d'experts scientifiques et médicaux. Combien devineraient qu'il s'agit en réalité du fruit d'une négociation paritaire, ou pour être plus exact, du fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux, les organismes de sécurité sociale et des personnes qualifiées? Je pense aucun. Ce sont pourtant bien ces commissions qui déterminent quelles maladies peuvent être prises en charge au titre d'un tableau de maladies professionnelles et dans quelles conditions elles peuvent l'être, avec des difficultés qui sont générées pour les victimes de manière incommensurable, et nous entendrons notamment Anne Marchand tout à l'heure sur la question des cancers professionnels. Enfin, donc 3 illustrations, la KTMP, la CS4 et la COSMAP, et puis Pierre-Yves va commencer à en parler, la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier des accords nationaux interprofessionnels, comme celui du 15 mai dernier, qui a été signé, fait marquant, à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, et qui a l'ambition de réaliser 3 axes pour notre branche des AT-MP: développer la prévention du risque professionnel, améliorer la réparation et renforcer la gouvernance paritaire de la branche. De ce que je viens de vous dire, on pourrait avoir le sentiment que la fabrique des règles se présente comme un jardin à la française, avec un législateur muet, des partenaires sociaux au premier plan, une direction de la sécurité sociale qui viendrait au soutien et une jurisprudence prolixe. Il n'en est évidemment rien. Chacun des acteurs ne demeure pas strictement dans son précaré, et lorsque les enjeux deviennent contradictoires, et notamment surtout lorsqu'ils sont financiers, des tensions peuvent naître et les cartes peuvent être rebattues. Et si, dans la fabrique du droit des risques professionnels, le rôle des partenaires sociaux est une réalité, ce rôle, enfin cette réalité, peut rapidement être réduite à la simple illusion lorsque le législateur ou lorsque le gouvernement décide de reprendre la main. La KTMP dont je viens de vous parler a certes une grande importance, mais la vie des institutions fait qu'elle est indissociable de l'action de la direction de la sécurité sociale. Oui, elle donne son avis sur les textes législatifs et réglementaires, mais il ne lui appartient pas de les élaborer, il ne lui appartient pas plus de les amender. Oui, elle vote les conventions d'objectifs et de gestion, mais elle ne les élabore pas plus.
De même, les commissions spécialisées dont je viens de vous parler proposent des tableaux de maladies professionnelles, mais c'est le ministre qui doit signer les décrets. Et il a pu arriver par le passé qu'un tableau qui, bien qu'ayant donné lieu à un consensus au sein des commissions, soit oublié au bas d'une pile de dossiers pendant des mois, voire pendant des années, attendant désespérément un paraphe qui ne semblait pas vouloir arriver. Il a pu arriver également qu'un tableau emblématique soit brutalement modifié en n'ayant pas recueilli l'adhésion de toutes les organisations. Et cela a été le cas pour le tableau 57 sur les troubles musculo-squelettiques qui pourtant représente 75% des maladies professionnelles reconnues dans notre pays. A contrario, le tableau des maladies professionnelles sur les maladies liées au Covid-19 a lui été présenté en un temps record, parfaitement ficelé en commission qui n'était alors réduite qu'au rôle de chambre d'enregistrement. Il arrive également, et j'en terminerai par là, que les partenaires sociaux en appellent aux législateurs pour neutraliser la position de la jurisprudence. C'est le cas avec l'ANI du 15 mai 2023, qui affirme craindre que les solutions dégagées par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 20 janvier 2023 ne viennent remettre en cause le compromis social et appelle aux législateurs pour y remédier. De tout cela, nous entendrons parler cet après-midi, article 39, transposition de l'ANI. J'espère que le suspense est entier et je n'en dis pas plus. Je vous ai parlé de mythes, je vous ai parlé de légendes, je vous ai parlé d'illusions. Espérons que le reste de la journée, la magie opère. Je vous remercie de votre attention. Alors, si vous avez lu le programme dans son entier, il ne vous a pas échappé qu'il obéissait à une certaine logique. C'est-à-dire que les organisatrices de cette journée nous font descendre progressivement dans la soute, on va le dire comme ça, du droit de la réparation du dommage corporel dans ses rapports avec la réparation de l'accident du travail. Donc nous descendons progressivement et cet après-midi, nous allons remonter. Voilà. Et pour finir, évidemment, en apothéose. En tout cas, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a une logique qui se traduit vraiment dans la suite des présentations. Et alors, nous allons continuer notre descente dans la soute. Je suis désolé pour toi, Julien. Mais il faut des mécaniciens dans la soute pour faire bouger le navire. Donc, nous descendons dans la soute avec cette question des relations triangulaires et de la dépendance des rapports et leur impact sur l'imputation des coûts et de la tarification. Je te laisse tout de suite la parole, Julien. Merci cher Pierre-Yves, merci de votre invitation, chère Morane, chère Anne. Alors, il est en droit, comme en toute chose, des sujets un tantinet arides dont la seule énonciation peut donner le vertige. Celui qui m'est choix de vous entretenir ce matin me semble bien être de ceci, relisons-le, relations triangulaires, indépendance des rapports, imputation des coûts, tarification. Voilà un premier chef de difficulté. Il y en a un second. C'est en quoi le sujet a partie liée avec le dommage corporel. Le tout en 20 minutes et sans que ma contribution ne soit chapitrée, croyez bien que je vais néanmoins relever le défi parce qu'il fallait une sacrée impétence pour le risque chez nos organisatrices pour le retenir, le sujet, le confier qui plus est un civiliste, et une confiance déraisonnable chez votre serviteur pour imaginer qu'il puisse apporter un éclairage technique ou fondamental. Alors permettez-moi de m'y employer dans cette brève communication et d'en appeler d'emblée à votre plus grande indulgence. Alors le plan d'exposition de nos travaux renseigne d'emblée que le sort réservé aux victimes d'un risque professionnel est dérogatoire de celui que le droit commun leur accorde. Il est bien su que la réparation intégrale des préjudices corporels n'est pas un principe fondamental du droit social, dont les règles de compensation n'autorisent qu'une réparation forfaitaire. Exception n'est faite qu'au seul bénéfice des victimes de l'amiante, c'est dire la force juridique de la règle qui n'a pas varié depuis la loi du 9 avril 1898.
Que le salarié soit victime d'un mauvais concours de circonstances ou bien qu'il souffre les conséquences de la faute inexcusable de son employeur, rien n'y fait. La discrimination perdure en comparaison avec les victimes de droit commun, tandis que les voies civiles de l'indemnisation restent en principe fermées. La conformité du régime sous étude a bien été vérifiée relativement aux dispositions supralégales. Ni le juge constitutionnel, ni le juge européen n'a fondamentalement trouvé matière à redire. Quant à la sécurité sociale, elle est d'avis qu'une réparation intégrale comporterait des risques financiers trop importants pour l'équilibre de la branche. Ce sont là décrites à très grands traits les suites d'un arbitrage qui a été décidé à la toute fin du XIXe siècle, qui a eu pour objet de concilier les intérêts légitimes mais contradictoires des ouvriers patrons de l'époque, créance de compensation garantie au premier, mais immunité de juridiction accordée au second, financement exclusivement patronal de la branche AT-MP, mais réparation forfaitaire des risques professionnels subis par les salariés. Le tout sur fond d'une opération d'assurance qu'aucun législateur ne s'est aventuré à réformer en profondeur depuis, sauf naturellement quelques corrections qu'on dit paramétriques dans les ministères, le plus souvent de nature procédurale. Opération d'assurance, voilà la clé de voûte dont il importe d'avoir à l'esprit l'économie générale pour bien saisir quelques-unes des incidences du principe d'indépendance des rapports caisse-employeur-victime. La réparation forfaitaire qui est accordée à la victime d'un risque professionnel est un plafond de garantie. De la même manière que l'article L113-5 du Code des assurances dispose que l'assureur ne peut être retenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, le Code de la sécurité sociale limite les droits à prestation du salarié victime et de ses ayants droit, par voie de conséquence, la dette de réparation de la communauté formée par les employeurs cotisants. Et il ne saurait en être autrement au vu des modalités de fonctionnement et de financement de la branche, c'est qu'il faut bien voir que la tarification AT-MP correspond à ce qu'on appelle un système de répartition des capitaux de couverture. Le principe est le suivant, chaque année, les cotisations sociales patronales afférentes sont fixées à titre conservatoire pour couvrir l'ensemble des charges liées aux accidents susceptibles de survenir dans l'année. Le taux d'effort demandé à chacun des employeurs représente donc la contrepartie technique de l'engagement limité de la branche. Depuis une dizaine d'années, la branche AT-MP présente des excédents. C'est tout à fait remarquable par comparaison avec les autres branches du régime général. C'est plus encore satisfaisant en ce sens que le dit excédent, bien qu'il n'ait pas l'ampleur tout à fait qu'on ait à l'esprit, renseigne une nette diminution des dommages corporels subis par les salariés. Dans le même temps, il sera fait remarquer que tandis que la branche est à l'équilibre, un nombre croissant de pathologies ont été reconnues au titre des maladies professionnelles par le truchement du régime complémentaire de reconnaissance, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a été créé, un nouveau tableau a été instauré qui détermine les conditions d'indemnisation des salariés victimes du SARS-CoV-2, où l'on constate en résumé que, fonctionnant à la manière d'un opérateur d'assurance de droit commun, la branche AT-MP satisfait ou semble satisfaire les exigences prescrites par la directive Solvabilité 2, évaluation des risques, niveau de capital adéquat, réserve de provisions techniques. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Eh bien, pour attirer l'attention sur le tableau d'équilibre. Le droit de la réparation des risques professionnels, aussi perfectible qu'il soit, est le fruit d'un équilibre subtil que nombre de règles qu'il compose portent en germe. Nous l'avons suggéré. Il s'agit moins en législation de veiller à la préservation des droits respectifs à réparation du salarié victime, à cotisation majorée de la caisse, à exonération de l'employeur. Ceci posé, l'intrication des intérêts, par voie de conséquence des règles, est une source presque inévitable de contentieux. Le salarié victime est légitime à rechercher la meilleure compensation possible du dommage. La caisse n'est pas moins fondée à rechercher le remboursement de ses débours. Quant à l'employeur qui participe au financement du tout, en ce sens que son taux de cotisation est fonction du risque inhérent à l'entreprise, la recherche d'une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge ou bien la recherche d'une réduction du taux d'incapacité retenu par la caisse pour le calcul de la rente est dans son intérêt bien compris, où l'on commence à percevoir dans ces conditions la finalité du principe directeur d'indépendance des rapports caisse-employeur-victime. Au terme du principe, les rapports entretenus par la caisse avec la victime sont exclusifs de ceux noués
avec l'employeur. En bref, ce n'est pas parce que la caisse a conclu au caractère professionnel de l'accident qui a été déclaré que le compte employeur sera nécessairement majoré, et inversement, pour le cas naturellement où leur révocation à l'être. Pour le dire d'une autre manière, il n'y a aucune identité de sort. La règle est posée en jurisprudence depuis les années 60, la Cour de cassation ne manque pas de la rappeler. Une circulaire, une ancienne circulaire d'août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations AT-MP précise, je cite, que dans l'hypothèse où l'employeur exerce un recours contre une décision de prise en charge, la position de l'organisme de sécurité sociale issu du recours n'a aucun effet sur la décision de reconnaissance prise à l'égard de l'assuré, qui n'est pas appelé en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise en vertu du principe sous étude. Alors la chose a tout de même de quoi laisser un profane un tantinet interdit, car rares sont quand même les approches juridiques d'un seul et même fait en pareil silo et de façon si étanche. Pour être mieux à même de se rendre compte, deux cas de figure typiques peuvent être présentés. Premier cas de figure, voilà un salarié qui déclare un accident, qui n'est pas pris en charge par la branche AT-MP, opposition lui est faite qu'il ne répondrait pas aux conditions de la garantie légale, mais qui parvient à la fin d'un parcours contentieux à faire condamner son employeur au remboursement de toutes les prestations sociales servies par la Caisse à raison d'une faute inexcusable qui aurait été découverte par le juge de la sécurité sociale. Au second cas de figure, l'accident subi par le salarié est pris en charge cette fois-ci par la branche, mais l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, conteste très utilement le caractère professionnel de l'accident. Moralité, Morane a eu l'occasion très justement de l'écrire, un accident peut être professionnel au stade de sa reconnaissance, mais pas à celui de sa réparation, j'ai envie de dire, et inversement, peut-on ajouter. Alors il faut se représenter la situation du salarié dans le procès qu'il a engagé en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute dommageable, prétendument commise par l'employeur, alors qu'il perçoit une rente athée, il peut finir par se faire rétorquer par son juge qu'il n'a pas subi, en résumé, d'accident du travail. Alors le sentiment d'étrangeté que ces solutions peuvent spontanément inspirer doit pourtant être combattu, car elles sont commandées par quelques principes fondamentaux. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, la loi d'équilibre technique à visée transactionnelle a commandé de ne sacrifier aucune des parties à la cause. Pour mémoire, lorsque le dispositif assurantiel est confié aux organismes de sécurité sociale en 1946, l'employeur est la portion congrue de l'affaire. En un mot, il n'a pas du tout voix au chapitre. Le régime était purement et simplement laissé à la main de la Caisse, qui instruisait la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans que l'employeur ne soit invité à présenter ses conclusions, et ce dernier de n'être considéré qu'à raison de la notification de son taux de cotisation pour le cas où la branche aurait vocation à couvrir le sinistre. Et puis, naturellement, des voix se sont levées pour dire que la procédure faisait bien trop peu de cas de la légitimité de l'employeur à contester la décision de prise en charge du salarié victime au titre de la branche AT, décision portant possiblement majoration de son taux de cotisation. La Cour de cassation a été convaincue, le droit de recourir a été accordé à l'employeur. Et c'est un droit de contestation qui a alors été exercé plus volontiers, à mesure d'une part que les employeurs ont été intégrés dans le processus d'élaboration des décisions prises par la Caisse, et d'autre part de la modernisation des outils de production et de développement de la prévention des accidents. Il faut avoir à l'esprit que les cotisations sociales patronales n'ont pas seulement pour but d'assurer le financement des prestations versées par la branche. Elles jouent un rôle de politique de santé au travail. Leur mode de calcul constitue un levier d'incitation à la réduction des risques professionnels. La cotisation étant modulée en fonction du nombre et du coût du sinistre, l'employeur, donc du fait de la cotisation, n'a plus entendu qu'il soit fait litière des efforts fournis en termes de prévention, qui sont très coûteux, et donc ont contesté plus volontiers les décisions des caisses. Et c'est très précisément lorsqu'ils ont obtenu gain de cause, pour des raisons strictement procédurales ou de fond, que les problèmes ont surgi et que le principe directeur d'indépendance des rapports s'est révélé juste et utile, encore qu'il prête à discussion. Que les critiques formulées par l'employeur aient vocation à prospérer, ça va de soi. La décision prise par la Caisse ayant pour effet de lui faire grief
à hauteur de principe, il est tout à fait normal qu'il puisse la critiquer. Mais que le salarié victime s'en trouva aussitôt affecté eût été une autre affaire. Car disons très simplement les choses, en inversant l'approche et les facteurs. Si le sort de l'employeur et du salarié était lié, si donc le principe d'indépendance des rapports n'avait pas été inventé, le succès des actions en contestation du premier, l'employeur, obligerait alors le second, le salarié, à restituer l'indu. Car la couverture du risque par la branche AT-MP est notablement plus enviable, toute proportion gardée, avec les prestations servies par la branche maladie. Ce sans compter que le salarié pris en charge sous le fondement du livre 4 du Code de la sécurité sociale est alors justiciable de toute une série de règles légales et conventionnelles qui ont pour objet de compléter les prestations servies par la Caisse. Restituer l'indu consisterait techniquement à corriger un enrichissement injustifié du salarié victime et l'appauvrissement corrélatif de l'employeur qui aura accordé un complément de salaire, possiblement couvert de délai de carence, souffert une majoration de son taux de cotisation. Alors en droit, strict droit civil, on va dire la chose est faisable. Les modalités de rétablissement des patrimoines corrélatifs des parties intéressées sont bien connues des juristes, mais en équité, la solution n'est pas entendable. À tout le moins, pas dans le chef du salarié victime. Jamais la Caisse ne saurait demander la restitution de l'indu à la victime, tandis qu'elle est à l'origine d'une erreur d'appréciation qui a été rectifiée par les diligences de l'employeur. Et quand bien même la législation autoriserait-elle formellement l'action en restitution, qu'il faudrait encore que celui qui a reçu, la victime, soit en capacité, soit solvable. Or, et par hypothèse, les indemnités journalières ne compensant pas intégralement les revenus perdus du fait de l'accident ou de la maladie, qui restent quand même peu élevés. Pour 2023, le salaire médian est à 2100 € net. Il y aurait bien peu à recouvrer, peut-être même rien du tout. On en finirait en bout de course par exhorter l'organisme de sécurité sociale d'abandonner le recouvrement de sa créance en laissant quitte le salarié victime du trop perçu, entre guillemets. En bref, le principe sous étude, me semble-t-il, est la manifestation d'un remarquable pragmatisme qui dépense toutes les parties intéressées d'une ingénierie juridique et comptable aussi consommatrice de temps et d'argent, où l'on peut s'accorder pour dire qu'à raison de la correction de l'incidence du recours en contestation sur les droits de l'autre partie, le principe d'indépendance est plutôt intéressant, l'une reste lotie et l'autre n'est pas si préjudiciée. Il importe de dire au surplus, et l'argument me semble prêter à plus de conséquences encore, que le principe est l'introduction en droit substantiel de la protection sociale d'un principe tiré du droit de la procédure civile, à savoir qu'une décision de justice ne pouvant lier que ceux qui ont été partis, le salarié ne saurait souffrir les suites du combat qu'a décidé de mener l'employeur avec la Caisse et ou son juge. Ce qui fait pertinemment dire, d'ailleurs, en jurisprudence, que les rapports de l'assuré avec la Caisse sont indépendants de ceux qui existent entre l'organisme et l'employeur. Ceci étant, je me demande pour tout vous dire si l'application du principe, juste hypothèse de travail, ne gagnerait pas à être réservée au profit du seul salarié victime. Comme il lui a été donné de le suggérer, la compensation du dommage corporel subi au temps du travail est notablement plus fruste en comparaison toujours avec les dommages et intérêts qu'une victime de droit commun peut espérer de son défendeur. Le principe de l'indépendance des rapports qui protège le salarié victime en ce qui lui garantit le paiement de revenus de remplacement peu important qu'un recours soit engagé et que, au terme de celui-ci, réflexion faite, finalement, la prise en charge n'était pas due, intéresse peut-être plus volontiers l'employeur ou la communauté des employeurs dont l'effort en termes de cotisation sociale patronale est nécessairement affecté. Et c'est ce sur quoi je souhaiterais insister. Sous couvert d'une formulation technique qui nous emmène sur une pente glissante, le sujet qui m'a été confié s'inscrit dans une démarche réflexive à visée comparative et théorique. Rechercher la compensation du dommage corporel, c'est invariablement identifier un débiteur d'indemnité, où l'on voit que l'assurance du risque professionnel souffre la comparaison. Au cœur du sujet, le sous-titre de la communication qui m'a été proposé le renseigne, il est question de tarification et donc de capacité de la branche à couvrir le risque.
Une réparation des accidents des AT-MP est possible en droit. Elle est réclamée depuis des années par toute une série de personnes intéressées, la Cour de cassation notamment dans un certain nombre de ses rapports. Mais c'est en économie que la chose était battue. Non pas qu'on ne puisse pas dans l'absolu majorer les cotisations des employeurs, mais que ce serait prendre alors le risque de renchérir le coût du travail, possiblement affecter la compétitivité des organisations concernées, notamment sur le terrain du commerce extérieur. Ceci étant dit, ne nous limitons pas quand même à l'immobilisme et essayons quelques pistes de travail. En l'état, le principe d'indépendance profite semblablement aux salariés et à l'employeur. Or, la complète déconnexion entre le contentieux de la prise en charge d'un accident ou d'une maladie, dans le rapport caisse-victime ou le rapport caisse-employeur, et le contentieux de la faute inexcusable, dans le rapport victime-employeur, est douteux en ce sens que le financement de la branche est fragilisé et la politique de prévention des risques professionnels possiblement ébranlée. L'application du principe d'indépendance des rapports est de nature à faire échapper l'employeur en tout ou partie à la majoration de son taux brut de cotisation. Les raisons ont été présentées, manque de diligence de la caisse, tort redressé par le juge. Dans le premier cas, aucune majoration ne sera notifiée à raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Dans le second, l'employeur ne sera tenu au remboursement que des seuls chefs de préjudice majorés, en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise. Donc, exclusion faite de toutes les prestations servies par la caisse au titre de la branche AT-MP. Nous l'avons rappelé, les modalités de calcul du taux de cotisation des employeurs est fait de telle sorte qu'il est plus vertueux de prévenir la réalisation du risque professionnel que de le couvrir. Sans contestation de l'employeur, le système est construit de telle sorte que la facturation des diligences de la caisse est automatiquement implémentée sur le compte employeur. Et lorsque le système laisse l'employeur quitte de toute majoration, c'est alors la communauté des employeurs qui se retrouve affectée par défaut. Dans ces conditions, on peut se demander si la mutualisation du risque est équitable, ce sans compter que cette mutualisation ne s'opère pas de manière uniforme entre les employeurs. Alors d'aucuns soutiendront que ce n'est pas très grave tant que le salarié victime est sauf dans l'affaire. Force est pourtant de le redire, la prévention des risques importe autrement plus que la couverture des sinistres, à tout le moins en première intention. Si donc l'employeur échappe à sa juste contribution, il n'est pas incité à travailler mieux encore à la réduction de la sinistralité de son établissement. Partant, et relativement à notre sujet d'étude, en termes de prévention des AT-MP, plus généralement des dommages corporels, le compte n'y est peut-être pas complètement. Et les millions de salariés du secteur privé qui sont couverts par la branche AT-MP méritent peut-être un peu mieux, mais je vous accorde, pour finir mon propos dans le temps imparti, d'emblée que les conseilleurs ne seront pas les payeurs dans le cas particulier. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Julien. Franchement, redécouverte de questions avec cette conviction en t'écoutant que justement en droit le diable, si diable il y a, se niche vraiment dans les détails techniques et que si on ne fait pas l'effort d'aller s'y plonger très sérieusement, ce que tu viens de faire et de nous proposer de faire, en fait on finirait par se contenter de parler en slogan. Et personne n'a à gagner à parler en slogan. Alors je voudrais maintenant passer la parole à deux praticiens du droit. Donc Madame Catto, donc vous êtes avocate, et Monsieur Carbonaro, vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Alors je ne sais pas qui de vous veut prendre la parole en premier. Monsieur Carbonaro peut-être? Je vais commencer sur la question de cette relation triangulaire et je laisserai Maître Catto indiquer les conséquences de cette relation triangulaire sur les recours des caisses en matière de faute inexcusable. Vous avez bien compris que ma main droite ignorant ce que fait ma main gauche, j'ai deux types de contentieux possibles quand un salarié vient expliquer qu'il a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. J'ai le contentieux qui va l'opposer à la caisse et en miroir, et de manière totalement indépendante, le contentieux qui va opposer éventuellement l'employeur à la caisse des suites d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Et ça va avoir des incidences
sur le procès en faute inexcusable, qui est le seul procès où directement le salarié va se retrouver face à l'employeur, partie principale, avec la caisse comme partie jointe. Donc le jugement doit lui être déclaré commun, mais qui a, par exception, parce qu'elle avance l'indemnisation, une action récursoire contre l'employeur, dans des conditions qui sont justement complexes du fait de cette relation triangulaire. Va arriver donc devant le tribunal d'abord le contentieux de l'accident du travail salarié, assuré, caisse, qui peut se faire en 3 étapes. La première étape, le contentieux de la matérialité de l'accident du travail ou de la réalité de la maladie professionnelle, qui donne lieu à un premier type de contentieux. En miroir, l'employeur pourra contester l'opposabilité de la décision de la caisse, soit en indiquant que la caisse a violé la procédure et n'a pas respecté les principes procéduraux, dont le principe du contradictoire, et va pouvoir déclarer sur cette simple violation de procédure la maladie professionnelle ou l'accident du travail inopposable. Comme il peut contester de même la matérialité de l'accident du travail ou la réalité de la maladie professionnelle, parce qu'une des conditions ne serait pas remplie, ou plusieurs des conditions ne seraient pas remplies. Avec derrière le contentieux qui va porter sur la dénomination de la maladie, quand il s'agit de maladie professionnelle, les conditions du tableau, et quand on est hors tableau, les conditions liées aux tâches et le lien direct et essentiel, ou le lien direct entre l'accident, enfin la maladie, et le travail habituel de l'assuré. Donc, premier obstacle à franchir. Le deuxième obstacle à franchir, c'est la consolidation, la guérison, qui là aussi peut être contestée par l'assuré et qui va donner lieu à un contentieux de l'opposabilité des soins et arrêts par l'employeur contre la caisse. La Cour de cassation vient dire qu'on ne remet pas en cause la date de consolidation, mais on va dire si, passé une certaine date, les soins et arrêts sont imputables à la lésion initiale ou à la maladie. Contentieux que la Cour de cassation a considérablement simplifié au détriment des employeurs. Troisième contentieux, c'est le contentieux de l'IPP, l'incapacité permanente partielle, parce qu'en matière de sécurité sociale, nous ne parlons pas de déficit fonctionnel permanent sur l'indemnisation livre 4, mais d'IPP sur un barème sécurité sociale annexé au Code de la sécurité sociale, qui est un barème indicatif, mais à valeur réglementaire, qui lui aussi peut donner lieu à un contentieux d'opposabilité par l'employeur. Et évidemment, la décision qui est prise par la juridiction dans le cadre du contentieux entre la caisse et l'employeur n'a pas d'incidence, ce qui a été dit tout à l'heure, sur la relation assuré-caisse. Mais quid lorsque l'assuré va demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et qu'est-ce qui peut être plaidé devant le tribunal? Et là, on arrive dans les subtilités. Ce n'est pas parce qu'une maladie ou un accident a été déclaré inopposable à l'employeur que cela interdit au salarié de saisir le tribunal d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Parce qu'à son égard, il y a bien maladie professionnelle, il y a bien accident du travail. Il n'y a que dans le cas où il n'y a pas d'accident du travail reconnu par la caisse qu'il ne peut pas saisir le tribunal en faute inexcusable. À ce moment-là, quelle est la défense que peut avoir l'employeur? Il n'est pas dans un contentieux employeur-caisse, mais employeur-salarié. Donc la Cour de cassation rappelle très souvent depuis lors qu'il n'appartient pas, dans ce cadre-là, à la juridiction de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir s'il y a ou non maladie professionnelle ou accident du travail dans la relation employeur-salarié. Et il n'a pas été jugé. Donc il n'y a pas d'autorité de la chose jugée entre eux, des décisions qui ont pu être rendues par les juridictions dans leurs contentieux respectifs.
On est sur des cadres processuels de droit civil. Et c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aux confins du droit du travail, du droit de la santé publique et du droit de la sécurité sociale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une notion qui est fondamentale derrière, c'est la notion du secret médical. Le secret médical n'appartient qu'à l'assuré. Donc la Caisse n'a dans ses dossiers, concernant les maladies et accidents, que les pièces médicales concernant l'accident ou la maladie, et pas le reste. Le dossier de la Caisse, juridiquement, ne sont que les pièces se rapportant à l'accident déclaré ou à la maladie déclarée. Pas autre chose. L'employeur n'a pas accès au dossier médical général du patient. Il n'a accès, sous condition d'avoir son propre médecin conseil, si j'ose dire, ou médecin consultant, il a accès au dossier de la Caisse, pas plus. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que dans les contentieux d'inopposabilité, on vient dire, mais de toute manière, parfois, l'expertise ne donnera pas plus de choses que ce qu'il y a dans le dossier que vous présente la Caisse, parce que, par définition, tout le reste qui pourrait vous intéresser sur les heures antérieures n'est pas forcément dans le dossier de la Caisse. Et vous n'aurez pas plus, parce que l'assuré n'est pas dans la procédure et il n'a pas à vous communiquer ces pièces-là. Fermons la parenthèse. Donc, on va avoir une première discussion sur ce point. Est-ce qu'il y a ou non accident du travail, maladie professionnelle? Et dans ce cadre, on va même devoir ressaisir, éventuellement, si on est hors tableau ou hors des conditions entières du tableau, un CA2RMP, voire un deuxième CA2RMP. Ce qui va prendre du temps, parce qu'évidemment, les temps de consultation étant ce qu'ils sont, le dossier va s'enliser. Mais l'employeur a le droit. Est-ce qu'il peut contester l'IPP dans ce cadre de ce procès? Non. L'IPP est acquise. Et dans le cadre de l'indemnisation, on parlera cet après-midi, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, pour l'assuré, comme sa date d'IPP, enfin de consolidation, est fixée par la Caisse et lui est opposable de plein droit, c'est cette date qui est la référence. Et l'employeur ne peut pas la contester. S'il n'a fait lui-même une procédure à ce sujet, à ce moment-là, ça va jouer sur les recours de la Caisse contre l'employeur. De même, l'assuré, ni l'employeur, ne pourront contester le taux d'incapacité permanente partielle. Par contre, les décisions qui auront pu être prises antérieurement dans le cadre des contentieux vont avoir des incidences, puisque le taux d'IPP opposable à l'employeur, c'est celui qui lui a été notifié ou celui qui lui est jugé opposable. Et donc on va avoir des recours plafonnés. Si le salarié, l'assuré, a réussi à faire augmenter son taux d'IPP devant une juridiction, le recours de la Caisse ne se fera que sur l'IPP opposable à l'employeur. Donc on va avoir la complexité de savoir ce que l'on plaide. Et donc ce qui est important à savoir pour une défense employeur en tout cas, c'est que jamais on ne plaide inopposabilité devant une faute inexcusable invoquée, jamais on ne conteste l'IPP, jamais on ne conteste la date de consolidation. C'est peine perdue, on n'est pas sur du Dintillac. Oubliez Dintillac pour le moment. Voilà. Parce que nous sommes sur une nomenclature d'indemnisation qui est du livre 4 et qui donne comme articulation la date de consolidation sur laquelle le tribunal non plus n'a pas effet. J'indiquais par exemple hier soir, et j'en vais en terminer par là, un procès qui a eu lieu devant la Cour d'une influenceuse canadienne, sous contrat avec un producteur français qui tourne en Espagne, victime d'un accident de circulation. Elle décide qu'elle est mal soignée en Espagne et repart au bout de 3 jours au Canada pour se faire soigner. La Caisse, voyant qu'elle s'est soustraite à son contrôle, l'a guérie au bout de 3 jours. La salariée fait reconnaître la faute inassurée, fait reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et vient nous plaider que nous sommes libres de refixer une date de consolidation
et évidemment d'aller indemniser un déficit fonctionnel permanent, parce que par définition, elle a des séquelles, et donc il y a forcément une IPP. Elle est guérie au bout de 3 jours. J'ai mis 1 heure à expliquer à l'avocat que, puisqu'il n'avait pas contesté la date de consolidation qui lui était opposable, et qui était une guérison, donc il n'y avait pas d'IPP, j'indemnisais 3 jours de déficit fonctionnel temporaire, et que ce serait très difficile d'aller me plaider la perte de chance de promotion professionnelle. J'ai radié le dossier parce qu'il voulait absolument faire un contentieux sur ces questions-là, sachant qu'il y a des questions de prescription qui se baladent dans ce dossier. Voilà. Et c'est pour vous dire que sur une faute inexcusable où il pensait avoir tapis vert, en fait, on était à 90 € d'indemnisation maximum. Voilà l'enjeu. Voilà. Maintenant, la question, c'est celle des recours. Que fait la Caisse ? Que peut dire la Caisse et que peut dire un employeur lorsque l'employeur, par exemple, fait déclarer inopposable à son égard une déclaration, décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'accident du travail? Est-ce que la Caisse est privée de tout recours? Et là, on est sur des nuances selon ce qui a été jugé et l'inopposabilité et le fondement de l'inopposabilité qui a été prononcé. Mais je vais laisser Maître Cateau développer. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis avocat, je fais majoritairement du contentieux de la sécurité sociale et j'ai la particularité de représenter les organismes sociaux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Donc, comme mes prédécesseurs vous l'ont indiqué, on a une indépendance qui est aujourd'hui qualifiée de stricte entre les rapports caisse assurée, caisse employeur, et on a un troisième rapport qui apparaît dans le cadre de la faute inexcusable, qui est le rapport salarié-employeur. Cette indépendance, elle n'a pas toujours été aussi stricte que ça. Ça remonte à la réforme de 2009 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Avant, on avait cette indépendance des rapports, mais avec une perméabilité, je dirais, entre les différents rapports qui était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2010, on a vraiment un côté très imperméable entre ce qui se passe entre la Caisse et l'employeur et ce qui se passe entre la Caisse et le salarié. Ces différentes décisions qui peuvent être prises dans ces rapports-là sont totalement indépendantes et parallèles, mais viennent s'entrechoquer quand on se retrouve au niveau de la faute inexcusable sur des rapports entre salariés et employeurs. Parce que finalement, il faut faire la part des choses avec des parties qui ont des décisions qui leur sont acquises dans le cadre de leur relation avec la Caisse, mais qui vont en discuter dans le cadre des relations entre le salarié et l'employeur. Donc on peut se retrouver effectivement avec des dossiers où le salarié a obtenu une décision de prise en charge d'un accident du travail de manière judiciaire à la suite d'un contentieux. Donc cette décision, elle lui appartient, elle est acquise, elle lui ouvre des droits. Mais à côté de ça, vous avez un employeur qui, de par l'indépendance des rapports, a une décision initiale de refus de prise en charge qui lui est également acquise. Et donc, dans le cadre de la faute inexcusable, vous avez deux parties qui ont des décisions sur le caractère professionnel ou non de l'accident ou de la maladie qui sont parfaitement contradictoires, mais qui sont valables et qui sont définitives. Donc, dans ce cadre-là, l'office des magistrats va être de se reprononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie dans le cadre des relations entre le salarié et l'employeur. Et c'est pour ça que la Cour de cassation a accordé la possibilité, depuis cette réforme de 2010, dans sa jurisprudence de 2015, la possibilité à l'employeur de venir contester le caractère professionnel du sinistre en tant que moyen de défense au fond à la faute inexcusable et permettre de refaire un second débat entre le salarié et l'employeur sur la question de savoir est-ce que c'est un accident du travail ou est-ce que c'est une maladie professionnelle. Les rapports caisse assurée et caisse employeur sont vraiment, comme je vous l'ai dit, complètement parallèles et indépendants, mais vont pouvoir s'entrechoquer à certains moments et notamment au moment de l'indemnisation des préjudices. Quand on arrive sur la question de l'indemnisation des préjudices quand une faute inexcusable est retenue,
La décision sur la date de consolidation, comme vous l'a dit M. Carbonaro, est définitivement acquise. Pour autant, elle appartient à des relations entre la caisse et le salarié. Mais elle s'appliquera à tout le monde et c'est cette date-là qui devra être retenue, sauf si elle a été utilement contestée en parallèle dans les rapports entre la caisse et le salarié. C'est la même chose sur le taux d'IPP et sur les questions d'inopposabilité. Maintenant, ça crée une difficulté, notamment pour les représentants des victimes, parce que s'il n'y a pas eu de suivi sur les différentes prises en charge, sur ce qui a été accordé ou non aux salariés dans ces rapports avec la caisse au moment de la prise en charge de l'accident, mais également de toutes ses conséquences en termes de fixation de la date de consolidation, de fixation du taux d'IPP, toutes ces questions-là sont définitives et ne pourront plus être évoquées dans le cadre du contentieux sur la faute inexcusable. Et donc la réparation du salarié sera nécessairement limitée aux décisions qui ont été initialement prises par la caisse. Donc il y a vraiment une importance pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, avoir une prise en charge globale et si possible le plus tôt possible au stade de la prise en charge, parce que si on n'est pas accompagné avant d'avoir un recours en faute inexcusable et qu'on se retrouve avec une décision sur la date de consolidation qui est finalement très antérieure à ce qu'on estime être la date de consolidation pertinente. Si on a un taux d'IPP qui est fixé, qu'on estime qui est très inférieur aux séquelles réelles qu'on a, ou même éventuellement une guérison, comme M. Carbonaro l'évoquait tout à l'heure, vous êtes complètement bloqué sur l'indemnisation qui pourrait être sollicitée au stade de la faute inexcusable, quand bien même la faute inexcusable et sa réparation impactent ce qu'on appelle les rapports salariés-employeurs et non pas nécessairement les rapports caisse-assurée ou caisse-employeur. Ça a également donc des incidences au stade de l'action récursoire de la caisse, puisque le principe en matière de faute inexcusable, c'est que la caisse avance toutes les indemnisations qui sont accordées aux salariés. La contrepartie, c'est qu'elle peut les récupérer par la suite sur l'employeur. C'est un mécanisme qui est extrêmement favorable aux salariés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il n'y a plus d'employeur, lorsque les sociétés n'existent plus, notamment dans le contentieux de l'amiante, où on a des reconnaissances qui interviennent très 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 à distance de l'exposition, des fois 40 ans après l'exposition au risque. On a régulièrement des sociétés qui n'existent plus, ou des sociétés qui, même classiquement, ont été liquidées par la vie économique d'une société. Dans ce cadre-là, le salarié n'est pas sans recours, il peut toujours invoquer la faute inexcusable de son employeur et il sera indemnisé par la caisse. La seule différence, c'est que la caisse ne pourra pas récupérer les sommes qui seront accordées aux salariés au titre de l'avance des frais, puisqu'il n'y aura plus d'employeur. Et donc, ça sera conservé à sa charge au titre de la solidarité nationale. Dans le cadre de l'action récursoire, le système de l'indépendance des rapports a été institutionnalisé par le Code de la sécurité sociale, notamment au travers de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale, qui est venu préciser que quand bien même une inopposabilité pourrait être retenue dans le cadre des relations entre la caisse et l'employeur reste responsable financièrement de sa propre faute inexcusable à l'égard de l'organisme social et donc devra rembourser les sommes quand bien même l'inopposabilité est retenue. Il y a une petite nuance néanmoins, puisque cet article est venu poser ce principe sur des questions de forme et donc de contradictoire ou d'inopposabilité qui seraient obtenues non pas sur le fond et sur le caractère professionnel du sinistre, mais plus parce que des délais n'auraient pas été respectés, parce qu'un accusé de réception n'aurait pas été retrouvé par la caisse, et j'en passe. Donc on a ce système-là qui est prévu et qui fait qu'aujourd'hui, l'employeur ne peut plus invoquer l'inopposabilité de la prise en charge comme moyen de défense dans le cadre de la faute inexcusable. Ce qui était différent avant la réforme de 2009, puisque à l'époque, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est antérieure justement à l'application de cette nouvelle disposition, permettait à l'employeur, dans le cadre de la faute inexcusable, d'évoquer pour la première fois une inopposabilité et d'échapper totalement à toutes les conséquences de sa propre faute inexcusable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf sur un point, c'est le taux d'IPP,
puisque la Cour de cassation a précisé que l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur est limitée au taux d'IPP qui lui est opposable. Alors, c'est parfaitement cohérent en matière de taux d'IPP lorsqu'il a été modifié à la suite d'un recours de l'assuré, puisque l'employeur bénéficie d'une décision initiale qui lui a été notifiée, qui lui est définitivement acquise. C'est un peu moins cohérent lorsque le taux d'IPP a été revu à la baisse par les juridictions dans le cadre d'une contestation élevée par l'employeur à l'encontre de ce fameux taux. Mais même dans cette hypothèse-là, la Cour de cassation considère que l'employeur ne pourra être recherché que sur le taux d'IPP qui lui a été opposable et qui a été retenu par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Et donc la Caisse ne pourra demander la majoration de la rente et le remboursement de cette majoration de la rente à l'égard de l'employeur que dans la limite du taux qui lui est applicable en termes de tarification. Donc, on est sur un mécanisme qui est assez particulier, c'est un peu un système d'univers parallèles, mais d'univers parallèles qui ont des liens entre eux et qui peuvent finalement se croiser dans certaines circonstances. Bien, merci à vous trois, parce que les trois présentations là se répondent, se complètent parfaitement les unes les autres. Avant de faire la pause, juste une simple remarque qui me venait en vous écoutant tous les trois. Je me dis, mais en fait, et c'est là que le droit devient intéressant, c'est-à-dire que on voit bien que là, pour comprendre ce qui se passe véritablement dans un contentieux tel que celui-là, il faut mobiliser des compétences extrêmement différentes. Il faut mobiliser du droit civil, du droit de la responsabilité, il faut mobiliser du droit des assurances, il faut mobiliser du droit du contentieux, enfin du droit processuel ou de la procédure civile, il faut mobiliser le droit de la sécurité sociale, de la protection sociale, etc., etc. Je pense que ce qui va venir dans la deuxième partie de la matinée va confirmer un peu cette remarque-là, il me semble, hein, à voir le titre des présentations. Et ça nous renvoie, nous, en tant qu'enseignant, là pour le coup, moi en tant qu'enseignant, c'est de dire, mais la formation aujourd'hui de juristes passe par la prise de conscience de ça. Alors pour des raisons parfois académiques, on est obligé de diviser les matières, mais on voit bien que dès qu'on met le doigt dans la pratique, en fait, tout s'entrecroise. Et c'était tout à fait caractéristique dans vos trois présentations. Voilà, merci.